For You Matin, édition du 21 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes à 3 jours, soit 12 heures précisément, donc de la commémoration du premier anniversaire du début de l'opération militaire russe en Ukraine. Ce matin, nous irons précisément du côté de Bakhmout, parler de la bataille de Bakhmout avec notamment ces premiers signaux de craquement, de désobéissance, de révolte ou alors de défaillance enregistrés au sein ou du moins dans les rangs de l'armée ukrainienne. Les forces de défense et de sécurité ukrainiennes sont aujourd'hui incapables de défendre Bakhmout face notamment aux troupes russes. À 3 jours de la commémoration du premier anniversaire de l'opération militaire russe en Ukraine, la ligne de front de Bakhmout inquiète, même au plus haut sommet de l'État. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky parlait d'une situation extrêmement difficile dans cette cité clé du Donbass où nous avons enregistré de premiers signaux de craquement, de défaillance, de révolte, voire de désobéissance. Que se passe-t-il réellement dans les rangs de l'armée ukrainienne? Telle est la principale interrogation sur laquelle nous reviendrons dans le cadre de cette émission de For You Matin. Il faut rappeler qu'entre-temps, le président américain Joe Biden a effectué ce 20 février 2023 une visite surprise du côté de Kiev et il se trouve actuellement du côté de Varsovie où il prononcera un discours en cette journée, en prélude notamment à la commémoration du premier anniversaire de l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine. En parallèle, le président russe de son côté, Vladimir Poutine, devra également s'exprimer devant la Douma. On parle bien sûr du Parlement russe où il viendra également peut-être certainement faire le bilan de cette opération lancée le 24 février 2022. Ce matin, nous en parlerons largement avec notre invité. Il s'agit de M. Shea Elulawson, analyste politique, leader de la plateforme panafricaniste Pyramide. Bonjour à vous, M. Shea Elulawson, et bienvenue. Bonjour à M. Baudelaire. Je salue tous les téléspectateurs de For You Media. Je salue la direction, les techniciens et tous les panafricains qui suivent cette émission avec beaucoup d'intérêt. Je salue les afro-descendants, tous les panafricains en Amérique du Nord et spécialement les Togolais qui sont branchés à cette émission. C'est pour moi toujours un plaisir d'être sur votre plateau et je proposerai ma grille de lecture sur la situation, donc la situation de guerre en Ukraine dans toutes ses coutures et ses dimensions. Avant de commencer cette émission, permettez-moi quand même de souhaiter la libération des prisonniers politiques au Togo. Spécialement, nous avons 2 femmes, Rikia Djagundi, une femme qui a été arrêtée pour avoir tout simplement utiliser sa liberté d'expression à travers un audio. Et pour cette raison, et pour dénoncer les vraies raisons de l'attaque terroriste au nord du pays, et donc elle a été incarcérée. Une autre dame qui s'appelle Léla Traoré aussi, ça fait 3 ans qu'elle a été incarcérée dans les geôles de Fonia-Simbe. Pour cette dame et tous les prisonniers politiques togolais, nous réclamons leur libération et nous demandons au régime de Fonia-Simbe de pouvoir les libérer. Voilà. Nous parlons de guerre, nous parlons de prisonniers, nous parlons de vie humaine. Je crois que c'est quand même important que nous puissions toujours placer l'homme au centre de tout ce que nous faisons et c'est ce qui va pouvoir nous diriger tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Voilà donc l'appel lancé par M. Shea Elulawson à l'endroit notamment des autorités togolaises. On parle notamment du président de ce côté, son Excellence M. Faure Gnassingbé. M. Shea Elulawson, nous parlons bien sûr de la guerre du côté de l'Ukraine, du moins de l'opération russe, du côté de l'Ukraine lancée le 24 février 2022 dans 72 heures.
Nous allons d'ailleurs commémorer le premier anniversaire du début de cette opération. Mais ce matin, nous nous focalisons dans une localité bien précise. Nous parlons de la bataille de Bakhmout, cette cité clé du Donbass, où nous avons enregistré des signaux de craquement, de défaillance, de révolte, voire de désobéissance. Avant de vous permettre de placer un mot dessus, allons du côté de la réalisation, effectivement, prendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain avec des soldats qui refusent de poursuivre l'offensive contre des troupes russes. Ну нету ни у Просто, кого, блядь, ни скажи, в не могу, блядь, нахуй. Все, не иду, сил, блядь. ничего нет. Не иду, все, блядь, нахуй. Я собрал своих 5 человек, пошел туда сам, блядь. Мы не можем, поймите правильно. Помню, что у меня личный состав. Не то, что они не отказываются, у них сил нету дойти просто. Сил. Они с перемерзанием. Révolte, rébellion, des soldats ukrainiens qui refusent de poursuivre l'offensive contre des troupes russes de ce côté. Ces soldats disent M. Sheilou Lawson être gelé, forcément synonyme aujourd'hui d'équipement insuffisant. Ils disent également avoir faim, synonyme également, entre-temps, on va le dire comme ça, d'insuffisance alimentaire. Du coup, on se révolte, on refuse d'aller sur le front. Que se passe-t-il exactement selon vous dans les rangs de l'armée ukrainienne? Absolument, c'est une question très très importante. C'est des signes d'essoufflement, c'est des signes effectivement de lassitude. Quand vous voyez ces indices, ça veut dire que l'armée est en difficulté, la stratégie est éprouvée. Et pour comprendre cela, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, alors ça va faire 1 an que cette opération militaire a commencé. Et je crois qu'il est important de poser un regard rétrospectif sur cette guerre pour pouvoir expliquer aujourd'hui ce qui se passe à Bakhmout. Il faut donc, à mon sens, jeter un regard rétrospectif donc sur la guerre en Ukraine et analyser ça sous plusieurs coutures. Le premier prisme par lequel on peut l'analyser, la prisme géopolitique, il faut, pour comprendre la complexité de ce qui se passe aujourd'hui, il faut jeter donc ce regard géopolitique, mais aussi un regard économique sur la situation en Ukraine. Mais au-delà, il faut également procéder à cette analyse de façon stratégie de la guerre pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais on ne peut pas le faire si on ne voit pas cette projection du point de vue de ce que j'appelle la nucléaire, c'est-à-dire cette dissuasion nucléaire qui est un facteur important dans cette guerre de l'Ukraine. 1 an après, pratiquement, il faut aussi évoquer la dimension humaine, c'est-à-dire plus de 300 000 morts sur cette guerre qui apparemment est tout à fait inutile du point de vue de la stratégie de ceux qui ont souhaité, voulu et qui sont en train donc d'alimenter cette guerre. Alors, si vous permettez cette perspective historique, il y a 30 ans, que la guerre froide est pratiquement finie, avec la réunification de l'Allemagne à travers donc le traité d'Opuiscat, et ce traité qui a consacré la réunification de l'Allemagne a quand même, je dirais, gelé, ou de façon assez stratégique, a souhaité que l'OTAN ne puisse pas enjamber la Russie ou essayer de phagocyter ce qui était connu comme les territoires d'influence ou les pays appartenant à l'ancienne URSS. Notons quand même que en 2023, l'OTAN s'est enfoncée dans les territoires, dans les anciens territoires russes de plus de 1000 kilomètres.
voyez, c'est quand même un fait important qu'il faut relever. Et en 2000 est arrivé un personnage qui va changer la donne, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine va chercher à remettre de façon tout à fait magistrale l'autorité de la Fédération de Russie, mais aussi son honorabilité. Vous voyez, à travers trois éléments importants, trois facteurs importants, l'oligarchie, les oligarques, où il a essayé de mettre de l'ordre, et certains se sont essayé de se réfugier à Londres. Vous allez voir par la suite le rôle que la Grande-Bretagne va jouer dans ce conflit. Il va avoir également Gazprom, avec un système économico-gazier, un complexe économico-gazier qu'il a mis en place, qui fournit du gaz à pratiquement toute l'Europe et à l'Allemagne essentiellement, avec un Nord Stream 1, Nord Stream 2, et aussi la question de la Géorgie, où il a dû intervenir militairement pour régler la question de la Géorgie. À travers tous ces trois points, il a essayé de commencer par rétablir les rapports de force. Il a cherché à négocier avec l'OTAN et les propositions qu'il a faites à l'OTAN n'ont pas été acceptées. Il a informé en tout cas qu'il va avoir casus belli si jamais l'OTAN continue par progresser et à essayer d'enjamber justement la Russie. Alors, ces négociations n'ont pas abouti et en Noël 2022, Poutine a été très clair dans son discours pour dire toute cette fois-ci, nous n'allons plus reculer. Alors, avec la prise de la reconquête de la Crimée, bien évidemment que les États-Unis, qui étaient déjà dans une logique, il faut quand même le reconnaître, ils avaient une obsession d'endiguer la Chine. Oui. Parce que la Chine, vu sa croissance économique, essaie, n'est-ce pas, de chercher à détrôner, du point de vue du pouvoir de l'économie, devenir la première puissance économique mondiale. Alors, il s'établit entre la Chine et la Russie ce que nous appelons la roue de la soie. Donc, du point de vue économique, on voit une puissance militaire, la Russie, qui est en train de s'allier avec la Chine, oui, qui a une puissance économique. Donc, les États-Unis sont très inquiets, c'est une obsession pour eux. Ils cherchent donc à pouvoir enjamber, endiguer la Chine, et ils ne peuvent pas le faire sans enjamber la Russie. Voilà la grande problématique. Et l'auteur Brzezinski l'a dit dans son ouvrage. Et pour pouvoir donc, je dirais, contrecarrer la Russie, oui, il fallait utiliser ce qu'ils appellent, Brzezinski appelle dans son ouvrage, le trou noir, qui est l'Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, c'était un piège qui a été préparé, planifié, dans la mesure justement de pouvoir garder cette puissance militaire. Donc là, toute la question de la guerre aujourd'hui, oui, il faut donc le comprendre à la lumière donc de la question historique, de la question de la géopolitique que je viens de vous évoquer, mais aussi de la question de l'économie. Parce que en 2000, les États-Unis arrivent à travers donc la fracturation hydraulique à pouvoir exporter le gaz de schiste. Donc, il veut utiliser ce gaz-là comme élément de puissance. Vous voyez, vous allez voir aujourd'hui qu'on fait tout pour que la Russie ne puisse pas faire commercer son gaz, oui, et que c'est le gaz de schiste qui est fracturé. Il n'y a plus de respect pour l'environnement, c'est ce gaz-là qui est transporté sur les mers vers l'Europe. Et donc, dans cette logique, il y a toute une planification qui est mise en place avec la révolution orange, où déjà les éléments qu'on voit aujourd'hui de la guerre, c'était en place avec l'administration, avec Biden qui était vice-président d'Obama. Donc, tout est mis en place justement pour utiliser l'Ukraine comme, je dirais, comme un baclia, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire comme un piédestal, oui, pour affaiblir la Russie, l'enjamber pour pouvoir mieux contenir la Chine. Malheureusement, Poutine a compris le jeu et a pris les dispositions nécessaires pour
déclenché cette offensive le 24 février passé. Et aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes dans une guerre d'usure où les Ukrainiens sont pris entre deux feux et en train de subir justement cette guerre que les États-Unis ont voulu avec l'OTAN à la Russie, donc ils sont pris entre deux feux. C'est ce qui explique essentiellement cet essoufflement que nous sommes en train de noter. C'est les militaires ukrainiens ne comprennent pas réellement pourquoi on leur impose cette guerre et le coût humain est assez élevé et il va falloir justement qu'on commence par penser à la paix. L'autre élément pour terminer, c'est qu'il y a eu les accords de Minsk. Les accords de Minsk où la Russie avait bien voulu qu'on puisse négocier justement la sécurité pour les russophones en Ukraine et essayer de trouver un accord de paix et en même temps de fédéralisme. Et là, Angela Merkel, l'ancienne chancelière de l'Allemagne, a déclaré que cet accord a été juste un moyen pour permettre à l'Ukraine de préparer la guerre. Pourquoi? Parce que il y a les Américains et les Anglais qui sont des puissances qui ne sont pas sur le sol européen, voyez, mais qui veulent contrôler la situation en Europe et qui entraînent l'Europe dans la guerre. L'Europe qui n'arrive pas à trouver son unité, quand vous l'interrogez, elle se disperse, qui n'arrive pas à penser sa défense, eh bien, cette Europe est prise au piège parce qu'il n'arrive pas à développer ce grand Europe entre l'Oural et l'Atlantique. Eh bien, donc, c'est les forces américaines et anglophones et anglaises qui veulent utiliser justement l'Ukraine et faire la guerre et entraîner l'Europe dans une guerre. Mais c'est mettre le monde entier en danger parce que tout à fait, nous sommes sous ce point de basculement où l'unipollarité américaine est remise en cause et nous passons justement à la multipolarité, mais la dissuasion nucléaire est tout à fait aussi les armes nucléaires qui sont potentiellement peuvent être utilisées si cette guerre continue et que la sécurité de la Russie est mise en danger. Monsieur Chelou Lawson, vous avez parlé de guerre d'usure. Nous le savons, dès le début de l'opération, c'était le 24 février 2022, Moscou avait parlé d'une guerre éclair. Cependant, sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que la guerre, ou du moins le conflit, l'opération militaire à d'elle-même s'éternise, d'où donc cette guerre d'usure à laquelle on assiste aujourd'hui. Vous avez également parlé des États-Unis, mais surtout, ce matin, nous évoquons le cas du président Joe Biden qui vient officiellement donc d'effectuer une visite surprise du côté de Kiev, où il a notamment rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce jour, en direct de Varsovie en Pologne, il prononcera un discours. En parallèle, le président russe Vladimir Poutine également s'exprimera devant la Douma, le Parlement russe. Alors, quel regard porter aujourd'hui sur ces deux discours en parallèle, en partant du fait, bien sûr, que Washington vient officiellement de promettre une nouvelle aide à Kiev? On parle bien sûr de la fourniture de nouvelles armes. Bien évidemment que c'est les deux puissances qui s'affrontent. En réalité, c'est la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de Joe Biden. C'est quand il était vice-président, comme je viens de le dire, à travers donc la révolution orange, il a participé, préparé, appuyé, et ça fait partie d'une longue stratégie d'utiliser donc l'Ukraine comme un piège pour fragiliser la Russie, pour ne pas lui permettre de se relever et utiliser et l'enjamber pour pouvoir contenir justement l'obsession américaine qui est la Chine aujourd'hui. Alors donc, il y a eu une stratégie de ce que j'appelais la stratégie de désoviétisation de la Russie et cela, c'est ça qui se joue essentiellement aujourd'hui. Donc, le discours de Joe Biden, c'est pour marquer sa volonté de puissance, de ne pas permettre justement à la Russie de pouvoir retrouver ses forces et aussi équilibrer, n'est-ce pas, les rapports mondiaux sur le plan de l'économie, de la géopolitique, mais aussi de la puissance militaire. Mais là,
malheureusement pour lui, eh ben, il y a une Russie qui a une longue histoire depuis les Tchars jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Poutine n'essaie tout simplement que de remettre en équilibre, en tout cas, toute la puissance, toute la civilisation, n'est-ce pas, des Russes. Les Russes étant européens, on ne peut pas le leur enlever. Et ce grand pays entre l'Europe et l'Asie, cette dimension de la Russie, et aujourd'hui, s'affirme et nous rentrons dans une ère de basculement. Et cette ère est très dangereuse puisque les deux puissances sont des puissances nucléaires et donc les armes en présence sont des armes tout à fait. On ne peut pas s'imaginer la puissance, la capacité de destruction de ces deux puissances. Et donc, c'est seulement que par la paix que nous pouvons de façon imaginée, je dirais, la stabilité de ce monde. Puisque il y a une citation au niveau de l'UNESCO qui dit que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes seulement qu'on peut élever les défenses de la paix. C'est la seule solution, c'est la seule, je dirais, garantie pour l'humanité de pouvoir survivre, dans la mesure où quand vous imaginez ou quand vous évaluez, je dirais, la capacité des suicides des armes, vous ne pouvez que s'en émouvoir. Je vais vous donner quelques exemples. Les États-Unis promettent, par exemple, à leur dernière annonce, plus de 700 millions de dollars pour l'Ukraine. Et cet argent, eh bien, essentiellement, servent à acheter des lance-roquettes de HIMARS, servent à fournir des charges à vélo, des hélicoptères à l'Ukraine et servent également à pouvoir doter eh ben, les Ukrainiens des chars à Abraham et cela également demande également aux Européens, les Français, les Allemands de pouvoir fournir en tout cas des armes et des munitions, des chars léopards aux Ukrainiens. Mais la difficulté aujourd'hui et au niveau de la stratégie géomilitaire, c'est que les Européens, les pays européens qui sont entraînés dans cette guerre malgré eux, n'ont pas la capacité en termes de force industrielle, de production industrielle, de pouvoir fournir ces armes-là et ces obus à la cadence nécessaire à l'Ukraine, puisque l'Ukraine, par exemple, tire 5000 obus par jour, alors que la capacité productive des pays européens, l'Allemagne et la France et les autres pays ne peut pas, n'est-ce pas, suivre cette cadence-là. Et donc, c'est les États-Unis qui augmentent leur capacité productive en termes d'obus, en termes de munitions, parce que c'est là aussi où ça se joue, en termes de munitions à l'Ukraine. Mais en face, bien évidemment, la Russie mobilise sa capacité de mobilisation, sa capacité productive en termes de complexe militaire. Eh bien, en une minute, monsieur Cheikh. En une minute. Allez-y, mais en une minute, monsieur Cheikh, parce que on nous fait signe du côté de la réalisation. Là, par exemple, la Russie a plus de 90 à 100 000 obus. Vous avez donc le rapport de force n'est pas en faveur justement de l'Ukraine. Donc l'Ukraine est pris entre deux, a été pris entre l'éclume et le marteau, et c'est les Ukrainiens qui payent. C'est pourquoi nous voyons ces craquements au niveau de l'armée. Sur le long terme, je pense que l'Ukraine n'aura que d'autres solutions que de pouvoir comprendre ce jeu dans lequel il est pris, à négocier pour permettre la paix pour les Ukrainiens et préserver des vies humaines. Et ne pas rester dans cette logique américaine qui veut absolument garder sa puissance militaire, mais aussi éviter la dédollarisation de l'économie mondiale qui fait en sorte que les États, la Russie et d'autres pays, en tout cas du BRICS, veulent utiliser aujourd'hui l'or comme, je dirais,
comme valeur d'échange et sortir du dollar qui est utilisé, qui est comme tout simplement planche à billets pour pouvoir créer la dette et de façon contrôlée l'économie mondiale. Donc, les perspectives pour sortir, M. Chi. Les perspectives, justement, seraient tout simplement que les États-Unis reviennent à la raison, que les pays européens comprennent qu'ils sont en train d'entrer dans une guerre, que le jeu des Anglais qui continue par souffler le chaud, eh bien qu'on comprenne également le jeu des Anglais et que l'on puisse trouver les éléments de paix qui puissent permettre la sécurité de la Russie, mais aussi permettre à l'Ukraine de pouvoir comprendre qu'il ne peut pas être le bouc émissaire de la volonté de puissance des Américains et qui ne supportent pas que la Chine ou la Russie puissent former, en tout cas, une certaine opposition ou une certaine contrebalance des pouvoirs au niveau mondial. Merci à vous, M. Sheilo Lawson, pour toutes ces précisions concernant notamment l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine de façon globale, mais précisément la bataille de Bakhmut où nous avons enregistré ou du moins noté de premiers signaux de craquement, de désobéissance, de révolte, voire de défaillance dans les rangs de l'armée ukrainienne, à l'approche d'ailleurs de la commémoration du premier anniversaire du début de l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine. Merci à Abou. On rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes également leader de la plateforme panafricaniste Pyramide et que vous réagissiez en direct du Canada. Merci pour votre invitation et nous souhaitons que les signes de craquement que l'on observe au niveau de l'armée ukrainienne puissent permettre justement à Zelensky, qui est dans une logique d'obstination, de pouvoir comprendre les effets et pouvoir négocier la paix pour son pays. Voilà donc, très bonne journée à vous, monsieur. Nous revenons bien sûr parler, entre autres, on va le dire, ce sera le rendez-vous de la journée. Nous avons annoncé en début de cette émission de For You Matin le discours du président américain Joe Biden qui vient d'effectuer une visite surprise du côté de Kiev. Il s'exprime ce mardi en direct de Varsovie en Pologne. Un discours qui se tiendra en parallèle à celui du président russe Vladimir Poutine, en prélude notamment à la commémoration du premier anniversaire du début de l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine. Les deux discours seront suivis de très près. Nous vous promettons d'ailleurs d'y revenir, notamment le 24 février prochain avec un dossier spécial consacré, bien sûr, à tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine depuis le début de cette opération russe de ce côté. Mesdames, Messieurs, merci à vous. La matinale se poursuit avec notamment le concours de la réalisation, les différentes tranches d'information, le journal de l'Occident, le tout en images, avec notamment la grande équipe de la réalisation.